Alors, j'avais abordé la dernière fois le débat sur la création du parc national, pris comme exemple de débat au Conseil général. Dans les années 60, nous sommes en 1964. Je vais reprendre. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois parce qu'il faudrait que je finisse et que c'est l'avant-dernière fois qu'on se voit, donc il faudrait qu'on ait fini. On avait évoqué le contexte et les enjeux locaux. C'était un plan très académique, hein, le contexte, les enjeux locaux. Et puis après, on va voir dans une deuxième partie, si je fais défiler, on va voir la deuxième partie, un large débat public durant toute l'année 64, parce que ça a été très animé. Alors, je vais vous le raconter, et puis en montrant aussi les points de vue des uns et des autres. Et puis la prochaine fois, eh bien, on verra comment ça s'est terminé, parce qu'il y a eu un compromis à la fin, et les enseignements qu'on peut tirer de ce débat, hein, voilà, d'un point de vue historique. Donc c'est un plan hyper académique, hein. Le contexte, les faits, et puis un commentaire sur la fin et sur ces événements. Bon, alors le contexte et les enjeux locaux, je les avais déjà évoqués, hein, les espoirs face à l'avenir au début des années 60, l'essor économique des 30 glorieuses, l'activité touristique qui apparaît comme une véritable manne économique, d'autres grands projets, les routes, etc. Bon, le rallye des Gaves qui aussi fait connaître notre région dans les médias. Puis il y a des inquiétudes. Au début des années 60, c'est les difficultés de l'agriculture de montagne, et il faut voir que nous sommes aussi au début de la PAC. Bon, il y avait le rôle de l'usine de Pierrefitte, hein, aussi, qui a apporté beaucoup d'emplois et qui a maintenu l'agriculture de montagne aussi, mais qui, effectivement, est un peu contradictoire avec le tourisme. Il y avait des fumées, les mêmes fumées jaunes que celles de l'ONIA à Toulouse, enfin d'AZF. Voilà, et puis, alors, la loi du 22 juillet 60 qui a créé les parcs nationaux en France, avec un type de parc national particulier, et le décret d'application. Alors la loi, elle est très générale, et le décret d'application, je vous avais dit qu'il était très précis, très pointilleux, et c'est lui qui inquiétait en fait. Et l'accueil local, dans un premier temps, il a été mitigé, hein, même si c'était une demande ancienne, notamment à Cauterets, j'en reparlerai. Il y a eu un rapport fait par Georges Yass, qui était un responsable des eaux et forêts, qui au début de 1962 dit qu'il faut être prudent dans la communication avec l'opinion. Et la première fois que le projet est présenté, certains élus qui sont là s'écrient « mais c'est monstrueux ». Bon, nous sommes en 62. Bon, et au mois de janvier 64, le préfet des Hautes-Pyrénées lance le processus, hein. Je rappelle, le processus, c'est il faut que les deux conseils généraux des Pyrénées-Atlantiques, des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées donnent un avis favorable de principe. Ensuite, il y a les chambres de commerce, d'agriculture, les communes concernées, et alors seulement l'État, eh bien, mettra en route, préparera le projet concrètement. Et c'est pour ça qu'on aboutira au décret de création au mois de mars 1967, c'est-à-dire 3 ans après. Alors ça c'était pour aujourd'hui, nous y sommes. Voilà. Alors le contexte des enjeux locaux, on a vu un large débat public durant toute l'année 1964. Bon, alors dans ce débat il y a deux personnages que je peux vous présenter qui représentent l'État. Vous avez à votre gauche Pierre Chimitz, qui était un ingénieur des eaux et forêts, et c'est lui qui, le 13 décembre 1963, a été chargé de mission pour présenter le parc aux gens, pour élaborer le projet. Chargé de mission par le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Edgar Pisani. C'est un nom qui vous dit quelque chose, parce que c'est un personnage qui, à l'époque, était membre du gouvernement de Michel Debré, et puis qui, en 68,
il était ministre de l'Industrie à l'époque, en 68, il a démissionné du gouvernement Pompidou, juste après avoir voté la motion de censure déposée par la gauche le 20 mai 1968, en pleine crise 68. Il a voté la motion de censure, mais il a également immédiatement démissionné, en disant, puisqu'il avait été élu par un électorat qui ne devait plus le soutenir. C'est quelqu'un qui va disparaître un peu du premier rang politique, Edgar Pisani, pour réapparaître ensuite aux côtés de Michel Rocard, notamment en Nouvelle-Calédonie, hein, et qui sera un éphémère ministre aussi dans un des gouvernements sous Mitterrand. Il est mort il n'y a pas longtemps, très très âgé. Hein. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur le tiers-monde, sur les pays, sur le développement, etc. Pierre Chimitz donc est nommé. C'est lui qui sera le premier directeur du parc pendant de nombreuses années. Et à côté, il y a le préfet Georges McGrath, qui était préfet des Hautes-Pyrénées depuis le 58-59 et qui va rester en poste jusqu'au mois de janvier 1965. Et c'est lui qui a eu la charge, donc notamment du problème du parc, puisque c'est lui qui présente le processus le 9 janvier 1964 au Conseil général. McGrath, qui, avant de rentrer dans la préfectorale, avait été avocat. Hein, c'est un personnage qui va se révéler habile. Bon. Par la suite, c'est quelqu'un qui d'ailleurs viendra, il était normand, et qui viendra souvent dans les Pyrénées. Hein, voilà. Il était ami avec Vincent Mir, qui lui a pourtant un jour interrogé, mais c'était sur Arte, il y avait un reportage sur le développement de Saint-Lary. Et McGrath, qui était à la retraite, donc il pouvait parler, dit « Il m'a mis devant le fait accompli dans beaucoup de situations. » Voilà. Mais enfin, il disait ça tout en mangeant autour d'une garbure. Enfin bref, je pense que les problèmes étaient passés. Donc, ce personnage donc, joue un rôle important. Bon, ça y est, ça n'avance plus. Ah, si. Alors, maintenant je voudrais évoquer un peu le débat. Qu'est-ce qui fait débat, hein? Parce que, à l'absence de projet détaillé, il n'y a pas de projet, puisqu'il y a une enquête, on interroge les gens, on présente les principes, mais on n'a pas arrêté un projet très précis. Donc, sur quoi peut-on s'opposer? Le seul texte dont on dispose, c'est le décret d'application de la loi du 31 octobre 1961 et aussi le décret de création du premier parc, celui de la Vanoise dans les Alpes, du 6 juillet 1963. Et la bataille va se dérouler, la bataille d'idées, va se dérouler sur la base de ces deux textes. Hein. C'est ces deux textes qui servent de point de référence et qui vont nourrir des inquiétudes et des espoirs. Alors, il y a des craintes suscitées surtout par la création de la zone centrale. Alors avant de continuer, je vous montre si ça marche. Oui. Le secteur touché par le parc. Alors c'est une carte récente, ça. Hein. En bleu foncé, vous avez ce qu'on appelait à l'époque la zone centrale et qu'on appelle aujourd'hui la zone cœur. Bon, au début des années 2000, on a rebaptisé, ça fait bien, de temps en temps, il faut rebaptiser les institutions, ça. Comment? J'ai dit bleu foncé, vert foncé. J'ai dit bleu foncé? Bon. Là, ça va pas en soi. Bon, zone cœur. Hein, et en vert plus clair, vous avez la zone dite aujourd'hui zone d'adhésion, mais qu'à l'époque on appelait zone périphérique. Hein. Bon, vous repérez, je vais vous montrer, parce que ici, la limite à peu près entre la Bigorre et le Béarn, ceci c'est en Béarn, vous avez la Reims, et ici nous avons Argelès-Gazost, hein, avec ici Cauterets
Cauterets, oui, la vallée d'Arens. Et puis ici, nous avons le secteur de Gavarnie. Hein, bien. Ici, par là, nous avons la zone, la réserve naturelle du Néouviel, mais qui à l'époque n'était pas intégrée dans le parc. La zone cœur, on a fini par la surnommer le vermicelle. Hein, bon. Initialement, elle était prévue un peu plus large. Bon, mais pour différentes raisons, notamment dans le secteur de Gavarnie, elle a été rétrécie, hein, pour permettre notamment la création de la station des Espécières. Sinon, il n'y aurait pas eu de station de ski. Bon, donc, c'est surnommé le vermicelle, ça se réduit. Mais toute la zone périphérique est ici en vert. Bon. À l'origine, elle était moins large, parce que par exemple, à côté d'Argelès-Gazost, aujourd'hui, dans la zone d'adhésion, vous avez tout le Dabantaïg. Mais à l'origine, tout le Dabantaïg, c'est-à-dire le massif du Hautacam, n'était pas inclus dans la zone périphérique au départ. Donc, il y a d'abord des craintes concernant la zone centrale. Bon, oui, alors les termes du débat. Les craintes suscitées par la création de la zone centrale. Là, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, le système agro-pastoral est-il menacé? Ça, c'est la crainte. Hein. Pour les éleveurs, le parc national est perçu comme une sorte de nationalisation des estives et de nationalisation du territoire public. Il s'appuie sur un aspect que j'ai évoqué l'autre jour dans le décret, où le directeur a le pouvoir sur les territoires communaux qui sont affectés au parc. Et l'article 6 dans la Vanoise dit ceci: le directeur du parc fixe le nombre d'ovins admis dans chaque alpage. Il peut interdire dans toute ou partie du parc les ovins transhumants en provenance des communes autres que celles comprises sur le territoire du parc, des communes voisines. Bon, autrement dit, ici, dans les Pyrénées, vous avez des ovins qui viennent d'un peu partout, hein, du département, mais aussi d'ailleurs. Hein. Imaginez que le directeur dise: ah non, non, on ne prend que les brebis de la zone périphérique ou de quelques communes, et les étrangères, on n'en veut pas, donc c'est une perte à gagner, un manque à gagner. Alors le premier qui va protester en ayant lu ça, je vais vous montrer sa photo tout à l'heure, c'est un toy qui est conseiller municipal de Luce, Fernand Artigalet, un personnage qui s'est toujours intéressé à la vie locale, et qui, dans Éclair-Pyrénées, journal qui existe à Pau aujourd'hui, mais qui à l'époque était un journal indépendant, et qui avait une édition dans les Hautes-Pyrénées, dans le Lavedan. Le 24 et le 25 avril 1964, il fait paraître une tribune très longue, hein, en deux fois, c'est 2 pages, hein, 2 grandes pages de journal, et il analyse ça. Et il montre toutes les conséquences qu'aurait pour la vallée de Barèges, hein, ce qu'on appelle la vallée de Barèges, c'est le canton de Luce, hein. Bon, qu'on appelle aussi Pays Toy, mais ça c'est une appellation récente. Mais il y a la commune de Barèges dans la vallée du Bastan, mais avant que la commune de Barèges ne soit créée, ce qu'on appelait Barèges, c'est l'ensemble de l'ancien canton de Luce. Hein. Et Artigalet donc fait une étude et il montre ce que chaque commune va perdre après, hein, comme revenu, les bacals. C'est ce qu'on appelait comme revenu que rapportait l'allocation des estives, en quelque sorte. Bon. Et alors, il dénonce ça dans un premier article, et dans un deuxième article, il dénonce les pouvoirs exorbitants du directeur du parc en la matière. Directeur du parc qui peut aussi mener des travaux sur la zone qui le concerne et envoyer la facture au maire, hein, sans avoir demandé l'avis du conseil municipal avant. Bon. Ça, c'est prévu dans les 2 décrets. Hein. Alors évidemment, comment voulez-vous qu'il puisse accepter ça, ça fait des bons. Hein. Alors, cette crainte, le docteur Lebron, qui fera le rapport au mois de janvier 1965 au Conseil général,
un rapport qui est très long, 14 pages imprimées dans les délibérations du Conseil général. Au début, il explique, lui, les craintes des agriculteurs. Il dit « Nos paysans sont profondément attachés à ces packages de montagne. Les municipalités et commissions syndicales en tirent des revenus substantiels. » Et puis il précise aussi une chose, ces packages augmentent d'un tiers durant 4 mois, de juin à septembre, la superficie de l'exploitation familiale. Et oui, ils sont absolument indispensables. Donc, sur ce point-là, ils sont d'accord. Bon. C'est un point qui était prévu dans le décret de la Vanoise, mais qui ne sera pas pris en compte dans le décret créant le parc national. Bon, alors, de ce débat et de cette bagarre, il va en sortir du positif. Hein. Ça, c'est le premier point. On comprend la crainte des agriculteurs. Bon, alors, maintenant. Voilà. Autre point, l'ours. Eh oui, ça aussi, c'est un problème. Dans son rapport, le Breton, il dit aux conseils généraux « Je vous demande de comprendre l'inquiétude de nos paysans qui, depuis des siècles, souffrent. » Bon, alors, il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, puis un grand article dans la Nouvelle République avait... Parce qu'il y avait eu une battue à Arès, une battue, pas pour tuer pour l'effrayer. C'est le journaliste Francis Alain, je donne le nom des journalistes aussi de l'époque qui avaient tout couvert, qui étaient dans la Nouvelle République. Il se trouve qu'un ours avait été descendu très bas, à moins d'une centaine de mètres, d'une ferme d'Arens, qui est la dernière en montant sur la route du Tech. Et alors, il explique que dès le mois de juin, venant des forêts béarnaises voisines, l'ours, il est toujours béarnais. Hein, bon. L'ours fait en effet des raids en Val d'Azun, gardés. Parfois, 3, 4, 5 ou 6 brebis sont tuées dans la nuit. Et alors, ce que disent des agriculteurs, il faut des journées entières à rassembler ensuite les troupeaux qui se sont dispersés parce qu'ils... Et au détriment des fenaisons qu'on fait en bas, dans la vallée. Donc, il y a un problème réel avec l'ours. Bon. La chasse à l'ours est interdite. Donc on ne peut pas le tuer. L'ours qui a été tué dans le Lavedan, c'est en février 1947, avec l'accord des autorités. Hein, et il avait été tué par un Arensois qui avait été aussi un résistant, Prosper Poulotte. Et puis quelqu'un que j'ai connu un peu, mais qui avait fini à Host, Fernand Guiraud. C'était tous les deux grands chasseurs et 2 grands montagnards. Bon, il y a des photos, je ne les ai pas amenées là, mais on les voit en train de poser autour de l'ours qui est mort, puis il y a plein de monde autour. Hein. Ils ont même donné le fusil à l'ours en le prenant en photo. Bon. Aujourd'hui, ça serait pas accepté, ça. Bon, alors, mais il y a quand même une crainte, parce que la rumeur, hein, elle va bon train, parce que on dit que le parc national va encourager la prolifération des ours. Hein, et les rumeurs disent qu'il est prévu d'introduire une 40aine d'ours dans le parc national. Bon, alors imaginez les peurs que ça suscite. Bon, puisque je parle de chasse, il est question aussi de la chasse. Les associations de chasseurs sont assez inquiètes. Parce que dans la zone cœur, la zone centrale, la chasse va être strictement réglementée. Bon, alors, là-dessus, il y a des protestations. Par exemple, les jeunes agriculteurs du canton d'Aucun, le 20 octobre 1964, écrivent dans le journal, je cite une phrase, « Le projet réduit à néant les rares loisirs des jeunes agriculteurs, souvent constitués uniquement par la chasse. » Bon. C'est vrai que c'est une activité de loisir profondément enracinée. Ils sont rejoints, alors ça, par... il va défendre le droit de chasse.
Alors, je précise qui est Bernard Druhen. Bernard Druhen, c'est peut-être que ça vous dit quelque chose. Non, des gens originaires le connaissent. À Luce, on l'appelait le colonel. Bon, parce qu'effectivement, c'était un colonel en retraite. Son père avait été médecin à Luce au début, fin du 19e, début du 20e. Lui, c'est un personnage qui après a fait Saint-Cyr, a fait la guerre d'abord, et puis a fait Saint-Cyr. Et il a travaillé, il a surtout servi dans le service historique de l'armée. Hein, c'était un historien. Et il a donc, après, beaucoup travaillé sur l'histoire des Pyrénées, ce qui fait que dans l'histoire locale, tout le monde connaissait Bernard Druhen, qui est un personnage qui est mort nonagénaire au début des années 1990, à Luce. Alors, comme sa grande gloire au niveau professionnel, avait été de conseiller Abel Gance, hein, officiellement, dans le film Napoléon d'Abel Gance. Bon. Après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il avait été chargé d'une mission particulière pour récupérer, en particulier, les œuvres d'art que les nazis avaient pris en France et de les rapatrier. Il a eu ce gros travail. Il était, il était très truculent, c'était un personnage. Il n'aimait pas le général de Gaulle pour une raison toute simple, pas pour des raisons politiques, mais il avait eu de Gaulle prof d'histoire à Saint-Cyr et il a estimé avoir été mal noté. Et alors, même dans les années 80, il revenait toujours sur ça quand on discutait avec lui. Bon, et alors là, il intervient et dans une réunion, il précise, il rappelle que le droit de chasse est un droit historique. C'est un régime particulier des montagnards en possession, comme les gentilshommes de la plaine, hein, comme la noblesse de la plaine, du droit de port d'armes et de son corollaire, le droit de chasse. Ce droit est pour les jeunes de la vallée un précieux héritage, et même si cela choque certains, nous nous devons de le leur conserver. Alors, il fait allusion au fait que, dès le Moyen-Âge, hein, les populations des zones de montagne avaient l'autorisation du port d'armes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui assuraient la sécurité dans les zones de haute montagne. Voilà. Et ce port d'armes, c'était un privilège, puisque vous n'aviez pas... Et en conséquence, ils avaient le droit de chasse, alors qu'ailleurs, on n'avait pas le droit de chasse. Hein. Bon, ça a toujours été mis en avant dans les Hautes-Vallées. Aujourd'hui, les chasseurs vous disent « Ah, mais le droit de chasse est une conquête de la Révolution. Avant la Révolution, on n'avait pas le droit de chasser. Et la Révolution nous a donné le droit de chasser. Donc aujourd'hui, les chasseurs défendent la chasse en s'appuyant sur une mesure la défense d'une mesure prise par la Révolution française. Bon. Alors, dans le rapport Le Breton, il relativise. Et c'est vrai qu'on peut relativiser parce que l'interdiction dans la zone cœur, hein, la zone qui était en vert foncé, ça ne va conserver en gros une seule chasse, la chasse à l'isard, en haute montagne. Voilà. Parce que la zone périphérique n'est pas concernée. La zone périphérique n'est pas... Or, l'essentiel de la chasse se déroule dans la zone périphérique. Alors, le seul animal chassé dans la zone cœur, répond Le Breton, c'est l'isard. Mais, il comprend une chose, ce qui est vrai, c'est que c'est une chasse qui a un caractère symbolique et même initiatique. Il dit, je vous demande à ses collègues généraux, je vous demande de comprendre ces hommes qui, ayant avec leur père poursuivi l'isard parmi ces qui leur sont bien davantage qu'un ces montagnes qui leur sont bien davantage qu'un royaume, ces hommes espéraient y chasser un jour avec leur fils, comme s'il y avait une transmission, etc. Voilà, donc ce caractère symbolique et initiatique, c'est vrai, ça. Hein, certains l'ont bien connu. Alors, il y a cette révolte contre cette chasse à l'isard. Bon. Donc, il y a une autre crainte aussi, c'est que va devenir le développement touristique. Mais on est dans l'espoir de développement par le ski. Hein. Je vais mettre une photo pour accompagner ça.
parce que ça vous en dira long. Sur cette photo, vous reconnaissez deux champions de ski de l'époque, Annie Famoz et François Bonlieu, et vous avez au milieu Urbain Cazaux. Il faut savoir que depuis 1947, préside la Fédération française de ski, et que Annie Famoz, qui est une Paloise, est licenciée au club de ski de Barège, l'Avalanche. Hein, donc c'est un symbole, comme en Vallée d'Or, il y a à la même époque Isabelle Mire. Hein. Bon, les Jeux Olympiques d'hiver en 68 à Grenoble ont vu ces deux jeunes Pyrénéens briller quand même, hein, et monter sur les podiums, et tout au long des années 60. Bon, donc il y a le ski représente effectivement l'espoir. Hein. Après, je rappelle qu'il y avait le projet d'aménagement du Marcado, avec une route et un éventuel complexe hôtelier, ce qui était incompatible avec le parc. Et puis, nous avions aussi à Gavarnie le projet de Gavarnie et d'une station sur Gavarnie. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, voilà, pour les inquiétudes dans la zone centrale. Donc, dans la zone, oui, centrale, la zone cœur, je m'y perds maintenant, la zone cœur, zone centrale, c'est la même chose, quoi. Dans la zone véritablement du parc. Bon. Il y avait aussi une crainte, c'est que le décret de 61 prévoyait qu'il pouvait y avoir une zone entièrement interdite, hein, et réservée à des expérimentations scientifiques. Bon, aucun des parcs nationaux français n'a appliqué ça, hein, mais il y avait eu un projet dans le vallon du Poitrenous, au-dessus de Cotteret. Hein, bon, aussi ça avait été un projet, mais bon, ça, hein, ça a été, alors ça circulait comme idée, mais il n'y avait aucune confirmation officielle. Bon. Alors, après, donc, si vous voulez, toutes ces interdictions dans la zone centrale, ça suscite des craintes, mais dans la zone périphérique, il y a des espoirs de développement. Voilà, c'est la contrepartie. Parce qu'il y a une véritable manne financière qui est proposée, qui est promise à la zone périphérique. Voilà, vous allez avoir le parc. Bon, dans la zone cœur, centrale, vous allez devoir faire des sacrifices, etc. Mais dans la zone périphérique, on va arroser, quoi. Voilà, c'est la carotte et le bâton. Alors, c'est des arguments du député de la deuxième circonscription, donc du député de ces cantons là concernés, qui a été élu en 1962. Je vous montre sa photo, je ne sais pas si vous le reconnaissez, peut-être pas, il a été oublié, le docteur Paul Tigard, hein, qui a été député UNR de 1962 à 1967, donc qui est député au moment du débat, puis qui sera réélu, battu en 67 et réélu en 68 jusqu'en 73. C'était un médecin, je crois que c'était un pédiatre, hein, Tarbé. Il était adjoint au maire de Paul Boiry, hein, premier adjoint au maire de Paul Boiry. Alors lui, évidemment, il défend la position du gouvernement. Et donc, auprès des élus, il annonce qu'on va toucher de l'argent. Il explique que dans la Vanoise, le parc dispose d'un budget de fonctionnement de 100 millions d'anciens francs. Hein, bon, dans les journaux, à l'époque, ils parlent en anciens francs, hein, parce que le nouveau franc, il date de 1960. Mais pendant très longtemps, même à la fin du franc, il y a encore des gens qui parlaient en anciens francs. Donc, 100 millions d'anciens francs et d'un budget d'investissement de 120 millions pour l'année 64. Ça, c'est l'argent qui est mis à disposition de la zone périphérique dans la Vanoise. Alors, chaque commune, en plus dans la Vanoise, dispose d'une indemnisation de 100 anciens francs par hectare inclus dans la zone de contrôle, dans la zone centrale. Donc, les territoires communaux qui sont intégrés dans la zone centrale, vous touchez une redevance du parc. Bon, alors, on promet de l'argent, quoi. Et le décret de la Vanoise, comme le décret d'octobre 1960, ils ont été signés par plusieurs ministres.
Plusieurs ministères sont sur le coup. Il n'y a pas encore un seul ministère de l'Environnement. Il faudra attendre, ça va arriver ça avec la création du ministère de l'Environnement sous le gouvernement Chaban-Delmas et dont sera Premier ministre Pierre Poujade. Non, pas Pierre, Robert, pas Pierre. Non, je confonds toujours les deux. Robert, oui. Robert Poujade, qui était un gaulliste, bon, qui a fini inspecteur général de lettres d'ailleurs. C'est un décret signé par le ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires culturelles, de l'Éducation nationale, de la Santé, des Travaux publics, des Transports, de l'Industrie, de l'Économie, des Finances. Ça veut dire que tous ces ministères vont donner quelque chose et vont participer au financement dans son secteur. Alors, alors il y a plein de promesses. Promesses d'équipements sportifs, les piscines. Hein, bon. À Reims, on attend pour la piscine qui a été créée à cette époque. À Luce, la piscine de Luce a été aussi créée à cette époque-là. Bon. On attend de l'argent pour créer des établissements d'enseignement climatique. Bon. Le lycée d'Argelès avait ouvert en 1955, donc pourquoi pas mettre d'autres établissements de type climatique. Et puis des maisons d'enfants à vocation sanitaire. Bon, là encore, on pense à tout ça. Et également, alors ça c'est la jeunesse, mais on pense aux personnes âgées, pourquoi pas créer des villages de retraités dans la zone périphérique, hein, des villages de retraités qui pourraient venir ici. Bon, après, il y a des aides à la modernisation de l'agriculture qui sont annoncées, et puis le tourisme serait l'autre grand bénéficiaire. Parce que la zone périphérique est présentée comme la zone d'accueil des touristes qui vont venir visiter le parc. Ces gens-là, ils vont venir dans le parc, ils vont pouvoir se promener dans le parc, mais ils vont être hébergés dans la zone périphérique. Donc là, on va avoir de l'argent. Et alors, dans son rapport, le Breton, un peu naïf, il dit, et c'est ce que dit l'administration, tous ceux qui construiront, moderniseront leurs équipements, qu'il s'agisse d'hôtels, de motels, de villages de vacances, d'auberges rurales, de camps de tourisme, de gîtes de France, bénéficieront d'une aide. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On vous promet ça, tout le monde se dit qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? On pourrait toujours être pour. Hein. Alors, ça c'est la première... c'est une manne financière. Il y a aussi un autre élément, c'est les emplois attendus. Hein. Le Breton dit, il est bien évident que le parc national deviendra avec les années notre pourvoyeur de travail. Alors ça, c'est plus compliqué. Il y a d'abord les emplois directs. Dans les textes initiaux, rien ne dit comment seront recrutés les futurs gardes du parc. Alors, dans la Vanoise, il y a eu 38 moniteurs gardes qui ont été recrutés et 95% ont été recrutés localement. Alors ça a donné lieu à la discussion après, au compromis, parce que dans un premier temps, on n'en sait rien. Mais ce sont les élus locaux et les conseils généraux qui ont insisté pour que les emplois de garde soient réservés à des gens issus du secteur. Hein, d'abord parce que si on fait venir... Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, il y a une formation nationale et les gardes du parc, ils peuvent aller de la Vanoise à Porquerolles, venir dans les Pyrénées, dans les Cévennes, etc. Quoi, hein. Ils ne sont pas forcément enracinés dans le... Alors, aujourd'hui, à l'époque, on va les prendre sur le terrain. Hein, parce que sinon, on dit aux populations, ça va créer de l'emploi, et puis c'est des emplois extérieurs qui viennent, alors là, vous allez soulever toute une bronca. Mais, de l'autre côté, donc ça a créé de l'emploi pour les moniteurs localement. Mais ils se sont rendus compte, après, à l'usage, au bout de temps, que c'était une idée, une très bonne idée, parce que ce sont des gens du pays qui ont fait accepter le parc aux autres habitants du pays. Hein. Ça, cette connaissance de terrain était importante. Et par la suite, ces gens-là se sont mis aussi, ces gardes, ils ont fait de l'information dans les écoles,
gens, etc. Ce qui se fait moins, même si aujourd'hui ça revient un peu. Hein. Donc, si vous voulez, ça a été une idée importante. Mais il y a, bon, quand j'avais fait l'article dans la revue Pyrénées, il y avait, j'ai eu un contact avec un garde qui était de Lourdes. Eh bien, il a manqué ne pas être pris parce qu'il était de Lourdes. C'est-à-dire, il n'était pas dans un des cantons concernés. Bon, il avait une dent contre le breton, un peu à ce sujet. Bon, mais il a été quelqu'un qui a été très actif. En fait, il était aussi de la vallée de Batte-sur-Guerre originaire, donc c'était quand même un laveux d'année. Hein. Et oui, ça c'est important. Bon. Non, mais vous comprenez, à l'époque, moi, bon, on a connu des gens qui faisaient d'autres métiers, puis qui finalement sont rentrés dans le parc, hein, et des gens qui n'avaient pas vocation primaire à s'intéresser aux activités que faisait le parc. Hein. Ils sont devenus des spécialistes d'oiseaux, d'un tas de domaines, parce qu'il y a eu une auto-formation dans le parc. Il faut dire aussi qu'ils étaient les premiers très costauds, parce que c'est les premiers qui ont tracé les chemins et tout ce qu'il y a eu. Hein. Et là, on les a pris aussi comme des terrassiers au départ. Hein. Bon. Alors, il y a ça. Après, on nous dit, tous les travaux qui vont se faire dans la zone périphérique, ça va donner du travail aux entreprises locales. Et puis après, une fois que ces travaux seront achevés, eh bien, ça donnera des emplois dans les installations touristiques. Bon. Alors, ça n'a jamais été analysé réellement, tout ça. Finalement, je ne sais pas. En tout cas, moi, aux archives, il n'y a pas de traces de documents où ça a pu être étudié. Même là, quand ils ont fait le 50e anniversaire du parc, il n'y a pas de statistiques sur les retombées économiques. Enfin, ça a dû être fait, ça, par des universitaires, je pense. Mais ça doit dormir dans quelques tiroirs de bibliothèques à Pau, à Bordeaux ou à Toulouse. Hein. Et c'est pas porté à la connaissance du grand public. C'est dommage, parce que c'est ça qui serait intéressant de voir aujourd'hui. Hein. Bon, voilà, en gros. Alors, le breton, dans son rapport, il est dithyrambique, hein, mais il n'est pas fou quand même, parce qu'il dit « Utopie, vision idyllique, mes chers collègues, je ne me suis jamais payé de chimère. Je sais bien que tout cela ne se fera qu'avec patience et longueur de temps. » Ah, il a aussi lu quelqu'un. Hein. Mais l'espoir doit renaître dans nos vallées. Voilà, l'espoir doit renaître. Donc il y voit, lui, il appelait le parc une planche de salut, c'est-à-dire l'espoir de pouvoir redonner des activités. Surtout lui dans le canton de Gaucoin. Mais je reparlerai après de la position des trois conseillers généraux. Bon, voilà donc, en gros, ce que j'ai appelé les termes du débat. Hein, c'est autour de ces problématiques-là que se déroule le débat. Alors, après, qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre ? Les partisans et opposants au PNPE, au Parc national des Pyrénées-Orientales. En gros, les pyrénéistes... Hein? J'ai dit quoi? Occidental, oui. Mais parce que les PO, voilà, ça c'est le... Hein, on réagit, les PO égale Pyrénées-Orientales, d'accord. Exact. Le parc national... il avait été question d'un parc national des Pyrénées-Orientales qui aurait englobé l'Ariège, mais les Ariégeois ne voulaient pas. Alors, après, ils ont fait plus tard le parc naturel régional. Bon, donc, on a les pyrénéistes et les naturalistes qui sont enthousiastes, évidemment. Les agriculteurs qui sont hostiles. Et puis au milieu, on a les hôteliers et les professionnels du tourisme qui sont attentistes, un peu sceptiques, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va en retourner. Alors, on va passer en revue rapidement les positions des uns et des autres. Les pyrénéistes et les naturalistes, la communauté scientifique, sont des ardents défenseurs du parc national. D'abord, les premiers, hein, c'est le club alpin français, je le cite parce que l'Assemblée générale des sections du sud-ouest du club alpin français, qui se tient à Pau en décembre 1963, évidemment, se félicite de la création imminente d'un parc national. Et le 26 juillet 1964 a lieu une inauguration
d'un lieu que vous connaissez peut-être, le refuge des Oulettes de Gobes, en face la face nord du Vignemale. C'est le 28 juillet 1964, et le président national du CAF et de la Fédération française de montagne déclare ceci: les Pyrénéens saisiront-ils la chance unique qui leur est offerte, non seulement de protéger leurs sites et leurs richesses naturelles, mais encore de les valoriser à l'échelle du tourisme de demain. Autrement dit, eux, ils sont particulièrement favorables. Il y a le soutien aussi de la communauté scientifique. Je vous montre, parce que eux, ils partagent, ils sont pour la protection de la nature, mais la communauté scientifique, il y a un personnage important qui est Henri Gossin, qui était professeur de botanique à la fac de sciences de Toulouse, et qui, effectivement, avec un autre universitaire dont j'ai pas pris, moi, le temps, parce que sa photo, je l'aurais trouvée certainement, le professeur Pierre Chouard, qui est professeur de physiologie végétale à la Sorbonne, et qui est l'un des fondateurs de la réserve naturelle du Néouviel. Bon, ils ont rallié la communauté scientifique, eux, à la création du parc. On a aussi donc la communauté scientifique et les protecteurs de la nature. Évidemment, il y a une société nationale pour la protection de la nature dont le président Michel Terrasse publie le 15 avril 1964 une tribune dans Sud-Ouest, dans l'édition Sud-Ouest des Hautes-Pyrénées et dans l'édition Sud-Ouest des Pyrénées-Atlantiques. Il ne faut pas tuer les ours, c'est le titre de son article. Il est inadmissible que des hommes puissent mettre en balance l'avenir de leurs montagnes avec l'abandon de leurs fusils. Mettre en balance, n'est-ce pas, l'avenir de leur montagne avec l'abandon de leurs fusils. Bon, alors ça, ceux-là, ils sont mal reçus, hein, évidemment, c'est inutile de vous dire. Bon, donc, et puis il y a le soutien d'une revue, la revue Pyrénées Magazine. Non, pas Pyrénées Magazine, la revue Pyrénées, qui est différente, j'allais dire ça, qui est différente de la revue Pyrénées Magazine. La revue Pyrénées est une revue qui est la revue des amis du musée pyrénéen, qui s'appelait le Bulletin pyrénéen jusqu'à 1950, et qui, depuis 1950, s'appelle Pyrénées, qui vient de fêter d'ailleurs son 300e numéro, qui vient de sortir. Et le responsable à l'époque de la revue Pyrénées, c'est Raymond Ritter, qui est le secrétaire de rédaction de Pyrénées. Bon, c'est un Béarnais, pas d'origine, hein, Béarnais d'adoption, qui a restauré le château de Morlanes, si vous connaissez. Bon, voilà. Et il a été longtemps le rédacteur en chef de la revue Pyrénées. Et lui, il est polémique. Hein. Il partage la double vocation du parc national des Pyrénées occidentales, c'est protéger, mais aussi ouvrir aux touristes. Hein. Entre 1963 et 1967, dans chaque numéro, c'est un trimestriel, il y a un article concernant la création du parc. Ces articles sont fortement polémiques. Et surtout en 1964. Il y a des termes sur les opposants qui sont très durs. Néanmoins, il y a une ambiguïté. Il ne va pas quand même jusqu'à communiquer les noms d'auteurs de courriers qu'il qualifie lui-même d'intégristes. Car il y a des gens qui écrivent en disant « il ne faut aucune route, il ne faut aucun chemin, il faut vraiment que ce soit la nature, on ferme tout. On réserve ça à quelques alpinistes chevronnés ou à quelques scientifiques chevronnés, etc. » Bon, voilà. Bon, alors, il n'a jamais cité de nom. Tout le monde dans le département passe à un nom, mais personne n'a de preuve, donc je ne nommerai pas le nom. Mais un nom, bon, pour avoir des liens avec France Nature Environnement aujourd'hui, mais enfin bon, qui était assez ferme à l'époque sur la préservation de la nature. Donc il ne va pas quand même jusqu'à les soutenir. Et ils sont pris un peu au piège dans Pyrénées parce qu'il explique malgré tout l'intérêt de projets routiers. Il soutient la route des lacs. C'est curieux. Il est pour le tunnel à Ranouet, ils sont pour la route Gavarnie-Ordessa,
dans un article qui s'appelle La route et le parc. Alors là, on a l'impression qu'il se prend un peu les pieds dans le tapis, Ritter, là. Bon. Et cette route Gavarnie-Ordessa, à Lourdes on y tient, hein, puisque même l'évêque Théas intervient auprès de l'épiscopat espagnol pour qu'il pousse le gouvernement espagnol à donner l'autorisation pour la route de côté Ordessa. Parce qu'on pourrait en faire une route mariale qui pourrait amener des catholiques à Lourdes directement. Bon. Alors à Lourdes on y tient. Et puis après, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la revue Pyrénées, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, elle vit parce qu'elle touche une subvention de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées, dont le président est Urbain Cazaux, mais l'association qui publie Pyrénées, les Amis du Musée pyrénéen, ont aussi pour président le même Urbain Cazaux. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que Crabeau, il dit qu'il avait le sens de la synthèse. Hein. Bon, c'est que là, il est sur l'écart, quoi, le grand écart. Alors, Ritter va critiquer en particulier Pérusse, et va avoir des termes très durs, parce que Pérusse s'oppose, mais il va être très modéré à l'égard de Cazaux, hein, dont on sait que c'est pas quand même un partisan enthousiaste du parc non plus, parce que c'est en contradiction avec le développement touristique et les routes, etc. Bon, mais comme quand même il y a les subventions, bon, je pense que... Alors bon, là j'arrête parce que je suis de mauvaise foi peut-être, j'en sais rien, mais il faut quand même le dire, n'est-ce pas? Alors, donc, ça c'est pour les partisans les plus farouches. Parmi les adversaires, évidemment, il y a les éleveurs, hein, les éleveurs du Lavedan en particulier, mais soutenus aussi par il y a une fédération d'éleveurs bovins ovins dans le département, et toute la fédération des éleveurs ovins soutient les éleveurs lavedanais. Hein. Il y a une solidarité entre tous les agriculteurs du département. Alors, ces éleveurs lavedanais, ils sont soutenus, j'ai marqué, par des municipalités locales. Pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde un peu qu'est-ce qui compose les conseils municipaux encore au début des années 60, ce sont des agriculteurs. Hein, et les maires de nombreuses petites communes sont tout encore des agriculteurs. Et ils sont très attachés à la gestion des biens indivises par le biais des commissions syndicales. Hein, la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, la commission syndicale de la vallée de Barège. Et puis, bon, il n'y a pas de commission syndicale de la vallée d'Aucun, mais il y a des VIC. Hein, et donc, là, tous ces gens-là, ils défendent mordicus les estives. Et soutiennent les agriculteurs. Il y a également les organisations syndicales des agriculteurs qui jouent un rôle important. Dans un contexte national aussi qui est tendu, hein, le contexte de la création de la PAC, d'une part, et de la modernisation aussi de l'agriculture, d'efforts à faire pour moderniser l'agriculture. Et je vous montre deux photos là, deux personnages du département qui sont les responsables de la FDSEA. Alors, vous avez à gauche, la photo à pixeliser, c'est Paul Despoy, qui était maire de Castelnau, de Castelnau-Rivière-Basque, et qui a été le fondateur du syndicalisme agricole dans les Hautes-Pyrénées. Hein. C'était la Confédération Générale Agricole au lendemain de la guerre, et puis ensuite c'est devenu la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est la FNSEA. Bon. Et puis vous avez Étienne Achille-Foul. Alors ça paraît curieux, Étienne Achille-Foul. À l'époque, il a fait une apparition dans une élection en 1951, mais c'est le fondateur du Centre national des jeunes agriculteurs dans le département des Hautes-Pyrénées, parce qu'il est lui-même éleveur d'ovins à Oléac de Batte. Bon, donc lui, il est très, très intéressé parce qu'il amène ses troupeaux l'été dans le cirque de Troubouz. Hein, bon, et c'est
Alors, il faut rappeler que son père est encore en vie. Il est mort en 1969, son père. Et son père, qui est interdit, est inéligible depuis qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, mais il est toujours en vie et je pense qu'il a toujours quelques idées. Il avait été mis sur l'agriculture. Donc, il a tout un réseau de relations. Et beaucoup d'informations venant du ministère de l'Agriculture, de projets non divulgués au public, nos agriculteurs locaux en sont informés, parfois même avant le préfet. Hein? Bon, ça veut dire que ça, la seule explication qu'on lit, parce que les élus, les journaux n'attaquent jamais Fould. Hein? Mais il y a entre les lignes, qui vous savez, un nom comme ça. Bon, alors à l'époque, qui vous savez, c'est comme ça qu'on surnommait De Gaulle. Hein? Qui vous savez, c'est Henri Tizot qui l'imitait, et on parlait de qui vous savez. Non, mais là, le qui vous savez, on sait bien que Fould, il a des informations. Bon. Et une première dans le département des Hautes-Pyrénées, jusque-là, les élections à la Chambre d'agriculture étaient des listes libres, hein, pas syndicales. Et pour la première fois, le 2 février 1964, aux élections aux chambres d'agriculture, alors c'est vrai partout en France à cause de la PAC, eh bien, il y a des listes syndicales. Syndicales composées essentiellement, à l'époque il n'y a que deux syndicats mais qui sont alliés, le CNGA et la FDSEA. Hein. Bon, et donc ils présentent pour la première fois une liste le 2 février 1964 et ils se retrouvent majoritaires. Et parmi les élus, on retrouve Paul Despoy, qui va devenir président de la Chambre d'agriculture d'ailleurs. Le journal Sud-Ouest félicite le père du syndicalisme agricole des Hautes-Pyrénées quand il devient président de la Chambre d'agriculture. Il y a aussi un nom que vous devez connaître mieux peut-être, qui était secrétaire général de la FDSEA à l'époque, et Roger Suzac, qui sera plus tard président de la Chambre d'agriculture aussi. Bon, il y avait Mathieu Bagette, qui était président du CNJA, Roger Sainte-Marie, qui était président de la Fédération départementale aux villes, Étienne Achille Fould, qui va devenir président de la Commission d'économie montagnarde. Et puis c'est lui qui, d'ailleurs, parce que je pense qu'il ne devait pas aimer beaucoup sortir du département, Paul Despoy, mais à la réunion des présidents de Chambre d'agriculture de France, c'est non pas Despoy qui siège pour représenter le département, mais c'est Achille Fould qui y va. Hein. Bon, il est délégué permanent, délégué à l'Assemblée permanente des présidents de Chambre. Donc, il a beaucoup de contacts et il a aussi fait des voyages en Vanoise pour aller voir ce qui se passait. Bon, après, vous avez des gens, du coup, il y en a pas mal dans l'arrondissement d'Argelès, est élu par exemple un agriculteur, Thomas Laporte d'Esquiez-Serres, bon, ainsi que dans le canton d'Argelès est élu Joseph Ourcastagnou, qui était à l'époque aussi agriculteur et maire d'Aïsacoste. Bon, donc il y a tout un réseau là, hein, et les réunions que tiennent les agriculteurs sont très suivies. Hein, à Tarbes le 3 juillet 64, 200 éleveurs, n'est-ce pas, et Fould dit ceci: si ce plan se réalisait, ce serait l'asphyxie lente de nos montagnes. Pourquoi vouloir détruire alors qu'il serait facile de nous aider à vivre? Et alors, ça, dans la bouche d'un Fould, quand on pense à Achille, le ministre de Napoléon III, la phrase suivante est aussi, c'est dans l'unité de notre syndicat que nous devons défendre jusqu'au bout nos libertés, nos droits immémoriaux, notre terre. Bon, voilà. Ça paraît... bon, il a vraiment intégré le département. Hein. Je ne sais pas si son aïeul aurait tenu des propos aussi... de cette nature. Je vous montre une autre photo, si ça passe, oui, voilà. C'est les responsables agricoles du département. Alors ah oui, c'est pas clair. C'est des photos qu'on trouve tout ça dans le journal Sud-Ouest, qui a mis beaucoup de photos d'une réunion à Tarbes. Alors vous reconnaissez pas bien parce que on a Fould, Paul Despoy, Bagette, Sainte-Marie, je sais
plus. Et puis, un personnage qui, alors tout à fait devant, ça n'a rien à voir, c'est le docteur Charles Thierry de Cauterets, je ne sais pas, il était devant les agriculteurs, peut-être par solidarité à cette réunion. Bon. Mais derrière, vous avez aussi Pierre Bourda, le deuxième à partir de la gauche, qui est avocat, mais qui est le président de la Fédération des chasseurs du département et de la Fédération des pêcheurs du département. Et accessoirement président de la Fédération du Parti radical. Bon. Ces photos, vous les retrouvez dans Sud-Ouest. Bon. Donc, j'ai évoqué parmi les partisans et opposants, donc, il y a les éleveurs et puis il y a aussi les professionnels du tourisme, qui, eux, demeurent assez prudents. Il y a eu en 1964, au mois de mars, le 17 mars, l'Assemblée générale des hôteliers du département à la mairie de Tarbes. Personne n'a parlé du parc. C'est étonnant. Mais il y a quand même des rencontres discrètes et des réunions discrètes. Et alors là, dans Sud-Ouest, le responsable de la rédaction de l'édition départementale de Sud-Ouest à l'époque est Jacques Longuet. Bon, Jacques Longuet de Cauterets, dont vous avez pu entendre parler. Et il rencontre dans Sud-Ouest des débats d'un forum qui avait, sur plusieurs séances, été tenu par le Rotary Club de la Vallée des Gaves, en présence de Pierre Chimitz, qui était invité. Bon. Et Longuet résume après les positions, et il avait eu le texte, hein, parce qu'ils avaient fait un procès verbal. Il dit: les professionnels du tourisme sont favorables à une extension de l'appareil touristique. Ça, oui. Hein. Mais comment? C'est ça la question. Mais il s'interroge sur le manque de lisibilité du projet. Oui, parce qu'on ne sait rien. Hein. On parle que sur des suppositions à partir des décrets. Si la création d'un parc peut présenter beaucoup d'espoir, elle risque aussi de n'être qu'une hypothèque sur l'avenir en rompant avec le processus d'équipement des vallées visées. Rompre avec le processus d'équipement des vallées. C'est-à-dire les routes, les stations, etc. Quoi. Pour les hôteliers, et pour les professionnels du tourisme, c'est important. Et ils ne voudraient pas que le parc rompe ce processus. Et c'est ça l'enjeu pour eux. Les pouvoirs publics doivent stimuler une nouvelle forme de tourisme avec toute la publicité souhaitable. Ça, c'est la conclusion officielle. Mais on s'inquiète, à Cauterets par exemple, on s'inquiète au sujet des projets EDF. Parce qu'il y a des notes qui fuitent. Une directive du ministère de l'Industrie dit: le parc national ne saurait être une protection contre le captage des eaux. Bon, alors quand on dit ça, à Cauterets, les partisans du parc à Cauterets, leur première exigence, c'est: abandonnons les projets de captage des eaux du Lutour, du Marcado, etc. Hein, bon, et là, une note fuite, comme par hasard. Bon. Aussitôt, le conseil municipal de Cauterets et la commission syndicale de Saint-Savin se réunissent en mai 1964 et publient chacune une motion qui est rendue publique, et ils s'insurgent publiquement contre ces projets. Bon. Alors, je ne sais pas si je rends... Voilà les termes du débat. Parmi les gens qui sont concernés, il y a les 3 conseillers généraux. Quelles sont leurs positions? Parce que c'est eux qui vont devoir voter à la fin de l'année sur le problème, sur l'accord de principe. Alors, on a d'abord le conseiller général d'Aucun et maire d'Arès, qui est Camille Le Breton. Là, j'ai une photo, parce qu'on n'a pas beaucoup de photos de Le Breton. Celle-là, elle a été prise en 64 dans la presse. Hein. Il était conseiller général de 1949 jusqu'en 1979. Oui. Alors lui, son positionnement, je vais, comme c'est moi qui avais fait cet article, je n'ai pas repris les citations, je ne les ai pas recopiées, je peux dire, voilà.
Donc j'ai quand même des extraits de ses propos. Il a été... au départ, il a eu peur, c'est lui, la formule c'est monstrueux, c'est de lui. Et puis il avait dit aux journalistes en 63, au moment de la battue sur l'ours, que du parc, ça pourrait être, on pourra en faire la meilleure des choses ou la pire des choses. Et donc, il pense que par la discussion avec les autorités compétentes, on fera avancer le projet. Alors, lui, il est dans un canton qui a des difficultés. Depuis l'après-guerre, il voit la population partir. Hein. Sur les 11 communes du canton d'Aucun, il y en a 10 qui ont perdu une grande partie de leur population. Donc, lui, il considère que le parc, ça peut être ce qu'il appelle une planche de salut, c'est-à-dire ça peut apporter un développement, une activité. Alors, il a un double objectif. C'est d'abord d'obtenir des garanties sérieuses pour préserver les intérêts pastoraux et indemniser les dégâts des ours dans la zone centrale. Donc ça, il défend les agriculteurs et le système agropastoral. Mais de l'autre côté, il a pas mal de projets pour équiper touristiquement la zone périphérique et essayer de garder des emplois. Il dit, il est bien évident que le parc national deviendra avec les années notre pourvoyeur de travail. Alors, il a adopté comme position de négocier. Et il a pas mal négocié avec les autorités. Alors on sait aujourd'hui, mais à l'époque on ne savait pas, que ça discute quand même, en sous-main, ou derrière, ça négocie, les gens se parlent. Et lui, il est présent à toutes les réunions publiques du canton, que ce soit celles officielles organisées par le sous-préfet, comme par celles qu'organisent les agriculteurs. Donc il ne se débine pas, il n'évite pas le débat. Alors, il essaye de faire évoluer le projet auprès des autorités, mais de l'autre côté, il essaye aussi de convaincre la population du bien fondé. Alors il a une phrase que moi j'aime beaucoup, il n'a jamais cessé à la tentation démagogique, il a cette phrase: « Il m'aurait été facile dans ce canton de me tailler une cote de popularité dans la peau de l'ours. Mais il ne faut pas compter sur moi pour chercher à conserver une audience politique à l'encontre de ma conscience. » Bon, il aurait pu effectivement se tailler une cote de popularité dans la peau de l'ours, hein. Ça c'est vrai. Mais c'est une attitude responsable. Bon, et si je choisis ce débat, c'est parce que moi j'ai trouvé que les élus ont tous été responsables dans cette affaire. Bon, alors, il y en a un autre qu'on ne présente plus, c'est Urbain Cazaux. Urbain Cazaux, conseiller général de Luce, depuis 1937 jusqu'en 1941, puis il avait été destitué en 1941, mais il a été rétabli en 1945 et réélu jusqu'à sa mort en 1979. Et puis c'est le fondateur de la commune de Barège, dont il a été maire depuis 1946 jusqu'à sa mort. Bon, voilà le personnage. C'est une photo qui traîne partout, qui présente Cazaux. Alors on le voit un peu en contre-plongée, donc ça lui donne une stature, etc. Bon. Alors Cazaux, lui, sa position, alors, elle est délicate aussi, hein, lui, parce que en mars 1964, il entame son 5e mandat de conseiller général de Luce, et c'est pas le dernier. Entre parenthèses, à Luce, il a toujours eu une opposition. Hein, il n'a jamais été élu au premier tour dans une élection cantonale. Contrairement à Pérouse dans le canton d'Argelès, qui a pratiquement toujours été élu au premier tour, Cazaux, il a toujours eu un second tour. Ce qui fait qu'il y a des équilibres à maintenir dans son canton. Alors, le projet de parc national le concerne à plusieurs titres. Il est maire de Barège, il préside la commission syndicale de la vallée de Barège, il est conseiller général, il préside la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées,
il est président des Amis du Musée Pyrénéen, il est président du comité départemental de tourisme, il est président du comité national de plein air, de la Confédération thermale et climatique pyrénéenne, président de l'association des gîtes ruraux, ou encore président de la Fédération française de ski. En fait, il a eu 35 présidences. Hein, Cazaux. Bon. Il y a tout un système Cazaux. Alors, il y a eu un mémoire de maîtrise qui avait été fait par Éric Sabatier, maintenant ça doit faire une vingtaine d'années, hein, qui avait étudié le système Cazaux. Bon. C'est pour ça que là, il y a des contradictions et que Crabeau parle d'esprit de synthèse. Bon. Alors, tous ces organismes, en fait, ils sont concernés par le parc. Mais ils sont parfois concernés de manière contradictoire. Voilà. Alors, Cazaux, il est présent dans tous les débats publics. Mais il ne prend pas position tout de suite. Il a du nez, il observe pour voir un peu comment les choses se présentent. Il est indécis au départ, officiellement. Après, il précise progressivement sa position à chaque moment crucial du débat dans le courant de l'année. Alors, comment il fait? Lui, c'est pas son intervention au Conseil général lors du débat final est de 2 lignes. Hein, il n'est pas prolixe comme le sont le Breton ou Pérus dans des discours. Mais il a publié une série de petits articles. Et c'est dans ces articles que chaque fois, il donne son point de vue. Par exemple, comme il préside la Chambre de commerce, et qu'à l'époque, la Chambre de commerce joue, je crois que c'est un mensuel, qui s'appelait L'essor de la Bigorre. Il fait l'édito. Et dans l'édito, il en profite pour faire passer quelques idées. Voilà. Quand il préside le comité le comité, alors il faut que je regarde parce qu'il en a fait, la Confédération thermale et climatique pyrénéenne, qui tient un congrès au même moment à Pau, là aussi, il aborde la question, il nuance progressivement toutes ses positions. Et pour arriver à l'idée qu'il faut que nous discutions, mais qu'on ait un contrat. Et lui, il va s'accrocher à une idée. Il faut qu'ils nous signent toutes les promesses qu'ils nous font, il faut qu'ils les écrivent. Ils vont nous donner des sous, et bien il faut qu'ils nous disent combien et en face de quoi comme projet. Et à ces conditions-là, moi, je voterai pour. Tant que vous ne ferez pas ça, bon, comme il sait que l'administration ne peut pas le faire, etc., il dit, ah ben là, je m'abstiens. Je ne vote pas contre, je ne vote pas pour, mais je m'abstiens. Je vous fais confiance. Bon, il disait, dès la première réunion, en présence d'Artigalet, alors Fernand Artigalet, pour les toys, s'il y en a qui sont là, c'était son opposant, hein, Fernand Artigalet. Quand vous vouliez mettre en colère Fernand Artigalet, il suffisait de lui parler d'Urbain Cazaux. Nous avons 3 richesses. L'eau, l'air et la liberté. Nous avons la liberté d'examiner le projet qui nous est proposé. L'aurons-nous dans 20 ans? Alors, avant qu'on nous ravisse nos montagnes, sachons en discuter le prix. Autrement dit, il faut discuter, négocier. Hein. Début juin, un édito important dans l'essor de la Bigorre s'appelle « Crise de confiance ». Et dans un texte très concis, il explique les réticences par la crainte d'un marché de dupes. Voilà. Il dit que les collectivités se méfient parce qu'elles ont été piégées 10 ou 15 ans plus tôt par EDF. Hein, par EDF au cours de la décennie précédente. On avait rêvé, hein, autour d'EDF, on avait rêvé d'un Tennessee pyrénéen. Il pense à la Tennessee Valley Authority sous Roosevelt. Bon, on avait rêvé d'un Tennessee pyrénéen qui justifiait à l'origine les importantes concessions consenties par les collectivités locales. Il ne reste plus aujourd'hui que des abus que la justice a condamnés, parce qu'EDF a été condamné, mais que l'État s'est empressé de couvrir. Tant que celui-ci, l'État, n'aura pas donné la preuve que pour imposer des solutions équitables, il est capable d'exercer son autorité non seulement sur les faibles, mais aussi sur les forts, il lui sera difficile d'obtenir l'adhésion des populations sur de nouveaux projets. Autrement dit, il s'appuie, et la commune de Gèdre, quand elle va voter contre, elle va s'appuyer sur le fait qu'elle estime avoir été grugée par
trahi par EDF, qui n'a pas tenu ses promesses. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors lui, il navigue entre tous ces projets. Après, il sort des petites phrases qui peuvent faire plaisir à tout le monde, en disant il faut d'abord défendre l'Homo pyrénaicus. Hein, voilà. Donc autrement dit, il nous faut des activités, il faut défendre les activités humaines. La Confédération pyrénéenne est favorable au parc national s'il concilie protection des sites et de la nature, d'une part, et amélioration des conditions de vie des populations, d'autre part. Voilà. Après, quelques temps plus tard, dans le journal du Comité national de plein air, si vous prenez le journal des gîtes ruraux, vous trouverez son point de vue aussi, hein, et c'est gradué. Bon. Pour mettre il faut un contrat clair, et ça sera sa dernière position. Pour mettre les populations en confiance, il serait souhaitable de voir les garanties et les programmes d'aménagement préalablement discutés avec les représentants des collectivités locales et annexés au décret de fondation du parc qui prendrait de la sorte un caractère contractuel. Voilà. Donc, ça, c'est la position de Cazaux, qui est une position intelligente, parce qu'il essaye de concilier tout le monde. Hein. Alors, il contribue certainement à faire avancer le débat. Et puis nous avons le troisième, qui est Pierre Pérusse, conseiller général d'Argelès, depuis 1949 et jusqu'à 1982, et il est maire d'Argelès depuis 1962. Entre parenthèses, ces trois-là, ils ont été conseillers généraux d'Aucun, Luce et Argelès sur la même période à peu près, de la fin de la guerre, fin des années 70, années 80, c'est-à-dire des 30 glorieuses. Hein, pendant les 30 glorieuses. Alors, je vous ai mis une photo du docteur Pérusse, là. Peut-être que si vous l'avez connu à la fin de sa vie, vous ne le reconnaissez pas, mais c'est le docteur Pérusse dans les années 60. Hein. Au début des années 70, il avait fait un régime et il avait pas mal maigri. Mais moi, c'est celui que j'ai connu quand j'étais gamin, quoi. Et ça, c'est une photo prise lors d'une remise de décoration des médailles du travail à Pierrefitte. Alors, lui, c'est lui qui est dans la situation la plus difficile. Hein. Député en 1960, il a voté la création du parc national. Mais sa situation est difficile parce qu'il est dans un canton où il y a une plus grande diversité. Le canton d'Aucun, il est homogène. C'est un canton rural qui perd ses habitants, etc., qui peut dire, bon, le tourisme, ça va, le parc national peut nous apporter une manne financière pour développer le tourisme. Mais dans le canton d'Argelès, vous avez le pôle Cauterets, hein, est une zone bien identifiée. Les Cauterésiens sont, je l'ai dit, pour le parc, si il empêche les projets d'EDF, mais contre le parc, si le parc doit empêcher des projets de développement au niveau du tourisme. Vous avez Pierrefitte, qui est une zone ouvrière, et dont l'usine émet des fumées, et dans la population s'inquiète parce qu'elle se dit est-ce que c'est pas en contradiction avec le développement du tourisme? Bon, vous avez, bon, à Argelès, la population, c'est une population d'un chef-lieu de canton et d'arrondissement qui le soutient. Je pense que Argelès, c'est la position de Pérusse qui a primé, mais est-ce qu'ils étaient tous vraiment d'accord dans l'hostilité au parc? Je ne suis pas sûr. Puis vous avez il y a des agriculteurs aussi dans le canton d'Argelès. Et ces agriculteurs, ils soutiennent, ils sont sur la position des agriculteurs des deux autres cantons, des cantons de Luce et des cantons d'Aucun. Après, vous avez aussi toute la zone du Dabantaï, dont les villages disent du Haut-Acam, et nous, pourquoi on n'est pas dans la zone périphérique? Ça veut dire que nous, on n'aura pas de sous. Et il faut savoir que c'est en 1964 aussi qu'est créé un CIVOM, hein, pour aménager une route pour monter au Haut-Acam. Hein, et Argelès rejoint le CIVOM à la fin de l'année. Et dans la perspective, il y a aussi une station. Donc, on n'aura rien, nous. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, il est pris dans ces difficultés, dans ce piège. Et c'est pas facile. Comment il peut se positionner, hein? Alors, il a pris position
contre le parc, mais lui aussi, il dit pas, il n'est pas contre par principe, il pose des conditions. Voilà, il pose des conditions pour faire évoluer le projet. Et il a rendu public 6 revendications. Première revendication, sortir le Mercado de la zone centrale. Là, il s'agit de faire plaisir aux Contrésiens. On sort le Mercado de la zone centrale. Financer une liaison routière avec Luce par le col de Riou. Parce qu'à cette époque-là, à Cauterets, il y avait le projet de développer le ski sur 3 sites. Le Lys, ouvert en février 64, du côté du secteur du Mercado. Et puis aussi, il y avait un projet. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de neige, me faisait remarquer un ancien maire, parce qu'il habite juste en face, au cirque du Lysée, c'est-à-dire en allant vers le col de Riou, et puis de l'autre côté, vous avez le Lussardiden. Donc, il y avait un projet là aussi, une idée de projet. Ça datait d'Alfred Meillon, conseiller général dans l'entre-deux-guerres. Mais donc, ce projet tient toujours en 1900, parce qu'il y a un projet de route de col, faire une route pyrénéenne en reliant les cols entre eux. Donc le col de Riou, donc maintenir enfin, alors autre point, maintenir les droits des éleveurs face au pouvoir accordé au directeur du parc, donc ça c'est pour les agriculteurs, protéger les eaux du bassin de Cauterets contre EDF, et puis, quelque chose à quoi ils tiennent, donner la majorité aux élus et représentants des activités économiques au sein du CA, parce que c'est le seul d'ailleurs des 3 qui dit qu'au sein du conseil d'administration du parc, les élus, les représentants des populations seront ultra minoritaires. Et en plus, ils seront nommés par le ministre, et sur proposition du préfet. Autrement dit, on ne donnera pas l'avis aux gens pour savoir qui vous représentera. Donc il a une revendication démocratique. Et enfin, il demande d'intégrer toute la vallée d'Argelès dans le Dabantaï. Bon, alors, il a le soutien du maire de Cauterets, le docteur Thierry, il est soutenu par tout le monde. Hein. Bon, d'ailleurs, il y aura une élection à laquelle il sera réélu facilement en 1964, justement, au cantonal. Il n'y a que une commune qui a voté, qui ne l'a pas mis en tête au premier tour. Enfin, il était élu au premier tour, mais il n'y a qu'une commune qui n'a pas voté pour lui, c'est Hus. Il n'y avait pas 10 électeurs à Hus. Hein. Bon. C'est donc qu'il devait y avoir quelques animosités contre lui. Bon. Et entre parenthèses, il avait son adversaire, c'était Michel Dubié, hein, le grand-père de Janine. Bon, qui a été en tête à Hus, et puis qui a été dans les autres positions, dans toutes les autres communes, parce qu'il est en tête à Cauterets, qui vote à droite, et à Pierrefitte, qui votait à gauche. Hein, bon. Et il est soutenu par le maire de Cauterets, par le maire de Pierrefitte-Nestalas, qui présidait la commission syndicale à cette époque, ainsi que par plusieurs autres maires du canton, et souvent, d'ailleurs, des éleveurs, hein, comme le maire d'Aïsacos, qui siégeait à la Chambre d'agriculture. Alors, lui aussi, il accorde des interviews, et souvent à Éclair-Pyrénées, d'ailleurs, hein, parce que le correspondant d'Éclair-Pyrénées était un Argelésien, Maurice Dupeyrat, hein, dont un fils a été journaliste professionnel à la Dépêche par la suite. Et donc, son projet est quand même souvent relayé. Et c'est la tête de turc de Raymond Ritter, hein, qui évoque souvent le bouillant maire d'Argelès. Bon. Alors après, vous avez une image de Marc Jacardy qui commente ça plus tard dans des souvenirs. Marc Jacardy qui dit à propos de Pérus, quand il avait quelque chose à dire, Pierre Pérus n'était pas de ceux qui mettent des gants. Bon. Quand il était en colère, on aurait payé les places. Bon, et donc, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quoi. Bon. Alors, et on a ces 3 personnalités qui vont mener chacun le débat dans leur canton. Bon, et qui vont prendre des positions lors du fameux débat. Alors, l'année de débat est passionnante. Quelle heure il est? Parce que je voudrais... 15h23, oui. Alors, les débats, il y en a eu. Je ne vais pas reprendre les débats, parce que je vous ai donné les termes du débat. Ce sont les idées qui ont été débattues par tous ces gens-là, à ce moment-là. Mais on a eu de nombreux articles et tribunes de presse. Hein, alors, je voudrais dire que nous avons à l'époque 4 quotidiens. 4 quotidiens qui
aujourd'hui, nous avons comme quotidien, on a la Dépêche et la Nouvelle République, mais c'est la même rédaction. Vous lisez la même chose. Hein. Sauf que parfois, dans la Nouvelle, les photos sont en couleur et en noir et blanc dans la Dépêche. Mais, autrement, c'est la même rédaction. Mais à l'époque, la Nouvelle était indépendante de la Dépêche. Et donc, c'était deux journaux gauche, centre-gauche. La Dépêche a moins d'articles sur la création du parc parce que sa zone d'influence, c'est plus l'est du département. Et le nord. Tandis que la Nouvelle République est plus ancrée dans le Lavedan. On a Éclair-Pyrénées, journal de Pau, qui à l'époque était tenu, c'était un chanoine qui était à la tête d'Éclair-Pyrénées, et qui lui soutient à fond les agriculteurs, hein, le Éclair-Pyrénées. Et nous avons le Sud-Ouest, l'édition de Bordeaux, du journal de Bordeaux, une édition départementale dans les Hautes-Pyrénées. Il y a une édition départementale dans les Pyrénées-Atlantiques. Le responsable de l'édition départementale, c'est Jacques Longuet, qui était originaire de Cauterets. Et qui est partagé, parce qu'il est cautrésien. Alors, il ne veut pas aller à l'encontre des cautrésiens. Mais dans le lectorat du journal Sud-Ouest, il y a des gens qui soutiennent le parc, et notamment un journaliste qui était très engagé, qui a été plus tard membre des Amis du Musée Pyrénéen, qui était Louis Lannes, dont vous avez peut-être vu de nombreux articles dans la revue Pyrénées, et qui était favorable au parc. Et Longuet, il essaye de traduire le point de vue des agriculteurs, notamment d'Achille Fould, qu'il connaît, et puis des Cautrésiens. Bon, c'est plus délicat. Et il a ses entrées, quoi. Notamment au Rotary Club. Bon, c'est par des Cautrésiens qu'il a dû pouvoir à savoir ce qui s'était dit dans la réunion, dans le stage qu'ils avaient fait. Alors voilà, là j'ai mis quelques titres, mais c'est illisible, bon. Mais vous avez tout ça, ce sont des titres d'articles. Par exemple, en haut, le point de vue de la veille de Luce, c'est Ferdinand Artigalette. Réunion houleuse à aucun. Les ours pyrénéens à l'origine de la mésentente. C'est un article de Maurice Dupeyrat dans Éclair-Pyrénées. Un parc national favorise l'équilibre économique et social, déclare M. Servat à Tarbes. C'est un représentant du ministre, membre du cabinet du ministre de l'Agriculture qui vient défendre le parc. Bon, Gèdre, conseil municipal, objection à la création d'un parc national. Réunion animée pour le parc national. Cauterets ne sera pas asphyxié. Bon, bref, toute une série de titres pour vous dire que là, si vous voulez faire de la lecture, il faudra attendre les nouvelles archives parce que pour avoir tous les journaux, parce que aujourd'hui, pour avoir Sud-Ouest, il est à Bourdin, il n'est pas aux Ursulines, et il y a pas mal. Donc c'était très intéressant. Et ça a été plus animé que les rapports des renseignements généraux. Bon, et moi, c'est ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait un véritable débat de presse quand même. Je pense que aujourd'hui, on n'a pas, si par Internet, on aurait certainement un débat, mais ce serait différent, quoi. Alors. Il y a de nombreux articles et tribunes de presse, et puis il y a eu surtout les réunions publiques contradictoires. Alors, d'abord, jusqu'à l'été 64, des réunions publiques contradictoires. Il y a des réunions officielles. Le 25 mars, à la préfecture, une première réunion où le préfet réunit les élus concernés, les représentants des agriculteurs, des touristes, des organisations de tourisme, de sport, de chasse et de pêche. Il réunit tout le monde, tous les gens qui peuvent être concernés. Fin mars. Alors, fin mars, il y a une réunion qui n'était pas prévue du tout là-dessus. Olivier Guichard, qui n'était pas encore ministre, mais qui était délégué départemental à l'aménagement du territoire, tient à Tarbes une réunion sur un projet qui n'a rien à voir, qui était le projet Talouba. Dont il n'y a pas grand monde qui se souvient, le projet Talouba. C'était le projet de fusion Tarbes-Lourdes-Bagnères, Talouba. C'était une idée chère à Paul Boiry, maire de Tarbes. Vous voyez, déjà on parlait de la grande agglomération, et même plus grande qu'aujourd'hui. Et à cette réunion, membres du Conseil général, Pérus et Cazot, ils interrogent d'entrée Guichard sur le parc national. Ce qui fait que cette réunion, qui était initialement prévue pour parler du projet, se transforme en réunion sur le parc national. Et où Guichard, qui doit être au courant quand même, mais enfin, qui n'en a pas la responsabilité directe, est obligé de prendre des positions. Après, le sous-préfet d'Argelès, le sous-préfet de Moran et Pierre Chimitz, le chargé de mission, vont organiser des réunions publiques
à Luce le 23 avril 64, à Reims le 25, et chaque fois, Étienne Achille-Fould et Roger Suzac s'invitent à ces réunions. Donc, il y a toujours une opposition. C'est des réunions tendues. Hein. De même qu'à Luce, Artigalet aussi, il s'oppose au sous-préfet. Bon, on a des réunions à l'initiative des agriculteurs, des éleveurs. À Aucun, le 18 avril, 250 personnes. Hein. Le Breton est présent. Chimitz aussi il va à la réunion. C'est la fameuse réunion houleuse. Hein. Ils se défilent pas. Hein. Les gens y vont. Hein. Les autres organisent une réunion. J'y vais et je vais aller dire ce que je pense. Bon, ça s'est pratiqué encore. Je ne sais pas si ça se pratique toujours dans les réunions. Il n'y a plus personne dans les réunions politiques électorales aujourd'hui. Il y a pas. Mais à une époque, il y avait de la contradiction. C'était une vieille pratique. À Luce, le 5 juin, a lieu une réunion au casino pour constituer une association de défense des vallées, à l'initiative de Fernand Artigalet. 350 participants, selon les journalistes, pas selon les organisateurs, selon les journalistes. Cazot y est allé à cette réunion. Il n'a pas adhéré à l'association, mais il est présent, Fould aussi. Et dans les jours qui suivent, des gens d'Aucun et de Saint-Savin rejoignent l'association. Artigalet en est président. On va chercher le maire d'Arcisans-Dessus, qui est un agriculteur, comme vice-président, Paul Cardebat. Et puis, le secrétaire, il est de Saint-Savin, il est instituteur à Saint-Savin, et il préside la Fédération de la pêche, Jean Cantet. Et donc, tous ces gens multiplient les réunions, multiplient les tracts, multiplient les articles de presse. Bon. On va avoir les chasseurs de Barège qui vont rejoindre l'association. Bon. Des guides de Barège. Et de la vallée de Barège. À Dagas, les deux à Dagas, le père et le fils de Gavarni, rejoignent l'association. Il y a des hôteliers comme Milou Crampe de Barège, le colonel Druenne, etc., etc. Donc nous avons une véritable révolte qui s'organise hein, dans le pays à ce moment-là. Alors, la saison estivale se passe... évidemment, voilà une réunion, oui, une photo d'une réunion, bon, c'est aussi une photo de presse, hein, du 25 avril 64 à Reims. Visiblement, c'est dans la salle, parce que j'avais vu cette salle il y a très longtemps, maintenant elle est désaffectée, c'est dans la salle de cinéma du sanatorium. Il y avait des portes qui se clôturaient comme ça. Bon, donc c'était fait dans le sanatorium, avec l'accord du docteur Le Breton, qui était directeur du sanatorium. Ah, mais c'était la réunion officielle avec le sous-préfet. Ça, c'est une réunion, on ne voit pas très bien, à Luce, le 23 avril. Il y a à droite Chimitz, à gauche le sous-préfet de Moran, et au milieu... Eugène Lons, qui était maire de Luce, qui a été maire de Luce depuis la fin de la guerre jusqu'à 1965. Bon, et il y a toujours du monde. Là, alors voilà deux personnages. Évidemment, à droite, c'est Paul Cardebat, qui était agriculteur et maire d'Arcisans avant. Bon, je parlerai de lui aussi un peu après. Personnage qui avait disons une forte personnalité. Hein. Bon. Et à gauche, mais c'est une photo, il est plus vieux, de Fernand Artigalet, mais c'est la seule que j'ai trouvée, et elle n'est pas nette, mais elle est parue dans le journal Embaredio quand il est décédé. L'association l'avait, parce qu'en 67, il a fondé une société d'économie montagnarde à Luce, dans le canton de Luce, tout ça pour aussi organiser une opposition à tous les projets qu'il pouvait y avoir. Alors, il y a donc des réunions publiques contradictoires jusqu'à l'été 64, et puis, après la saison estivale, la tension va monter. Parce que, alors évidemment, il y a eu l'été, la saison, alors vous comprenez, pendant la saison, les bergers, ils sont dans les estives, les hôteliers de Cauterets, ils sont à Cauterets-au-Terme. Bon, après ailleurs, le Tour de France passe. Cette année-là, c'est un Tour de France qui a été très animé entre Anquetil et Poulidor. C'est le seul que Poulidor a manqué gagner ou a perdu de très peu. Et puis, en plus, dans le Lavedan, il y avait un Lavedanais qui courait dans l'équipe de Poulidor. Bon, alors, on a pensé à autre chose. Bon, alors... La tension monte après, parce que dès le 23 septembre, voilà que le ministère de l'Agriculture publie une plaquette d'informations sur la création du parc. Et le contenu de la plaquette montre une absence totale de prise en compte des revendications locales. Voilà. Il y est même dit
que la création du PNPO ne saurait empêcher les captages EDF. Alors, cette publication, elle va mettre le feu aux poudres. Hein, parce que le lendemain, en plus, il y a l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs. Et là, il va y avoir un accrochage assez violent entre un responsable des jeunes agriculteurs, qui est originaire de l'Artisans des Suds, Jacques Gerbet, et Pierre Chimitz, qui est venu. Chimitz, il est venu à l'Assemblée générale du CNJA. Bon, bref, ça devient de plus en plus tendu, jusqu'au point que le préfet envisage. Alors après, il y a eu aussi une chose, c'est que le docteur Tillard est allé en solo faire une visite dans la Vanoise, et il en revient, il publie une tribune libre dans la presse locale pour dire que c'est formidable ce qu'il a vu dans la Vanoise, ce qui lui vaut une réponse cinglante de l'association de défense. Sur le coup, la FNSEA organise une pétition que les hôteliers, dans les deux départements, que les hôteliers vont signer, et les autres professeurs du tourisme. C'est assez rare que les hôteliers signent les pétitions de syndicats agricoles. Bref, c'est tendu. Alors le préfet organise le 3 octobre au Conseil général une grande réunion, une grande messe. Hein, le préfet McGrath, voyons. J'ai une photo, mais c'est toujours une photo de presse, alors vue de loin, et puis on voit là la photo avec la tribune de presse, le préfet qui présente la réunion, et puis il y a sur cette photo de gauche à droite le directeur du parc de la Vanoise qui est venu exposer ce qui se faisait dans la Vanoise, à côté de lui Jean Servat qui est membre du cabinet de Pisani, ministre de l'Agriculture, chargé du parc national, et chose très importante, Jean Servat est un Ariégeois. Il est né à Massat, en Ariège, hein, d'où est parti, qui a été un des centres de la guerre des Demoiselles au XIXe siècle. Donc, Jean Servat, il connaît le caractère pyrénéen. Hein. Le préfet, et puis de l'autre côté, le responsable au ministère des parcs nationaux, un certain Yves Bétolo. Et puis après, il y a Payou, qui n'était pas président, mais vice-président du Conseil général. Donc, il y a cette grande réunion qui va durer 5 heures. 5 heures. Elle n'était pas prévue pour durer 5 heures. Hein. D'après Longuet, le cuisinier s'impatientait parce que ces messieurs, ils devaient manger à la préfecture et le rôti, il commençait à cramer. Bon, 5 heures au cours desquelles tout est mis sur la table et tout le monde va s'exprimer. C'est une réunion qui est tendue. Et le moment le plus tendu, ça a été l'intervention de Paul Cardebat, maire d'Arcisans de Sus. Il dit ceci: « Ne comprenez-vous pas, messieurs des eaux et forêts, qu'en nous ramenant ainsi au temps de l'occupation, vous allez aussi nous ramener à celui de la résistance. » Et en disant, nous avons encore des armes. Mais on est en 64, 20 ans après. Hein, donc tout ça, c'est dans les souvenirs, quoi. Alors, le préfet McGrath lui coupe la parole immédiatement. Hein, et on sait par la suite que le directeur régional des eaux et forêts avait demandé au ministère de l'Intérieur de destituer de ses fonctions de maire Paul Cardebat parce qu'il avait outrepassé quand même, il avait été loin, il accusait les eaux et forêts d'être quoi, des nazis, etc. Bon voilà, ce qui n'était pas le cas. Alors McGrath lui coupe la parole et aussitôt il y a un personnage qui avait rien dit à la réunion, c'est René Billère qui se lève spontanément et qui proteste en disant au préfet il faut laisser tout son temps à l'orateur. Puis après, lui, il va faire des propositions aussi, mais qui vont dans le sens de ce que réclame Cazot. Bon, alors, c'est très tendu cette réunion, parce que tout le monde y est, tout le monde s'exprime. Ce qui est intéressant, c'est les conclusions qu'en tire Yves Bétolo, qui dirige les parcs au ministère. Il rassure. Certains articles de la loi vous effraient, on le comprend. Mais il faut que vous compreniez que cette loi générale a été faite pour prévoir tous les cas possibles. Le décret spécifique est là précisément pour adapter la loi aux situations particulières. Et, sous-entendu, bon, Jean Servat conclut, l'ariégeois du ministère, dans la rédaction du décret, il sera tenu compte des avis émis au cours de cette réunion. Parce que je pense que la déclaration de Cardebat, hein, elle a dû quand même lui rappeler certaines choses. Parce que les Pyrénéens en Bigorre, ils sont comme dans l'Ariège, ils peuvent aussi réagir de manière assez violente, hein, pour
pour défendre leur beefsteak. Alors, le directeur de la Vanoise a invité une délégation des 2 départements à aller faire un stage dans la Vanoise. Et ils y sont allés du 18 au 22 novembre 64. Alors, il y a des Béarnais, on n'en parle pas, et il y a des Bigourdans. Il y a le président Baradjin, il y a le sous-préfet de Morin, il y a le breton Cazot et Pérus, il y a aussi d'autres conseillers généraux, comme la Parose, Ducru, Mounique. Il y a la présence de Chimitz et Fould aussi, parce que Despoy n'est pas allé, qui accompagne. Alors, au retour, ils reviennent vers le 22 novembre, 23 novembre, et dès le 3 décembre, les Basses-Pyrénées votent favorablement le principe de création du parc. Mais dans les Hautes-Pyrénées, eh bien non, ils ne veulent pas. La FNSEA n'est pas convaincue. Et elle organise une réunion au Vox, c'est comme ça que j'ai trouvé à Argelès, aujourd'hui c'est la salle de la terrasse, à l'époque c'était un cinéma, le Vox, 250 personnes. Et dans cette salle, Achille Fould explique qu'on ne peut pas comparer à la Vanoise. Alors il a une argumentation qui tient. Il dit 15% des territoires du parc de la Vanoise sont des terres agricoles. Seulement 15%. Donc nous, c'est le cas, c'est beaucoup plus important chez nous. Par conséquent, les règles qu'ils appliquent pour la gestion des packages ou des alpages dans la Vanoise, on ne peut pas les appliquer chez nous. Parce qu'ils ont une montagne qui est beaucoup plus haute. Donc, il défend cet argument. Alors, là-dessus, il y a la pétition qui circule. Alors après, il y a des polémiques. Jacques Longuet polémique avec Gardebat, parce que Longuet explique que derrière les opposants, il y a un ancien journaliste en retraite du journal Le Temps, c'est-à-dire d'avant la guerre, qui est en retraite à Luce, et qui est un polémiste fini, et selon lui, c'est lui qui rédige les textes des opposants. En fait, c'est pas si vrai que ça. Et alors, on attend le 14 janvier 65, date à laquelle est fixée la réunion du Conseil général. Mais, le matin du 14 janvier, une lettre ouverte paraît dans le sud-ouest et dans les Claires-Pyrénées, signée par le comité de défense des vallées, une lettre ouverte à chacun des 26 conseils généraux du département, en leur demandant de voter contre. Voilà, ils leur font pression jusqu'au bout. Et les 3 conseils généraux du Lavedan reçoivent une seconde lettre, qui fait une ultime pression. On leur dit, on comprend que les autres s'abstiennent, ils ne sont pas du coin, mais vous entendrez parler du pays si vous votez pour. Voilà. Donc, c'est tendu lorsque s'ouvre la réunion officielle où la décision va être prise. Alors, la décision sera prise et on le verra la prochaine fois. On a abouti à un compromis. Il y a eu un contre, Pérus, 2 abstentions, Cazot, et puis le docteur Despoy, qui était conseiller général de Castelnau, Rivière-Basse, mais qui était le frère du président de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture, donc parce qu'il y avait des affaires de famille là aussi, et puis et tous les autres vont voter pour. Voilà. Mais ils ont obtenu des concessions. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer les concessions qui ont été obtenues, et puis dire 2 mots aussi de ce que donne comme enseignement ce climat sur le rôle des élus dans cette affaire. Parce que les élus des communes, ils ont joué à fond la carte de l'opposition pour obtenir des améliorations, on les comprend, et les conseillers généraux, ils ont servi de médiation, quoi. Parce qu'on a dû discuter beaucoup dans la coulisse. Voilà. Mais merci de votre attention. J'ai été peut-être un peu long. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.